Bonjour Sylvia Lippi et merci beaucoup de rejoindre ABC Pensée. Alors, philosophe, psychanalyste, mais aussi d'autres atouts que nous allons décliner pour raconter un peu votre parcours, votre vie. D'abord, vous êtes né à Bologne, dans une famille classique? Oui, d'abord bonjour, Philippe Petit. Alors oui, moi j'ai défini ma famille petite bourgeoise au sens que mon père était un petit fonctionnaire, disons, du CN, disons, le Ferrovie dello Stato italienne. Et ma mère, elle avait un travail à la mairie de Paris et notre vie était... À la mairie de j'ai dit de Paris. De Bologne. Je voulais dire de Bologne. Commençons avec les lapsus. Je ne cache pas ma structure. Et disons, voilà, elle avait ces petits boulots, donc voilà, mais c'était une ville de Provence, tout était bien réglé, tout marchait bien, j'avais tout ce qu'il m'y fallait, et voilà, la vie était partie pour être très sympa, très jolie et très simple. Voilà. Fille unique? Fille unique en plus. Et votre père, il avait fait des études de mathématiques? Mon père, à la base, il avait fait des études de maths, mais ma mère avait une telle personnalité qu'après, elle voulait, je ne sais pas, elle a un peu convaincue à prendre la voie du fonctionnaire, donc il a un peu abandonné. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup conditionné parce que c'est vrai que dans mes premières études, disons, les mathématiques étaient là, les matières scientifiques en tout cas, elles m'intéressaient beaucoup. Et j'ai fait aussi un lycée scientifique pour ces raisons-là. Après, la vie a changé, mais disons que mon père m'avait beaucoup influencé par rapport à cet amour du jeu, des nombres et des combinaisons, des combinatoires. Voilà, ça nous unissait beaucoup cette relation qu'on avait avec les nombres et les possibilités, encore une fois, des liens et des déliens entre des éléments abstraits, en quelque sorte. Et il vous aidait à faire vos devoirs quand vous Non, j'étais assez bonne, donc disons, on les faisait ensemble, on discutait, on faisait des exercices, c'était notre petit monde en commun, parce que pour le reste, il était un peu absent, mon père. Au sens, il ne s'intéressait pas trop à la vie d'une petite fille, voilà, qui grandissait, qui se posait des questions sur le monde. C'était pas son truc. Mais les mathématiques, vers la voie de l'abstraction, c'était très important. Voilà, de communiquer, de partager. Il partageait avec moi cela, qui a été après quand même très important dans ma vie. Alors votre mère, c'est une autre histoire. Elle est survivante de Marzabotto. Vous allez nous expliquer précisément la nature de ce massacre, qu'on appelle plutôt en Italie le massacre de Montesole. Oui. Alors, survivante. Ma mère, c'était avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a eu, disons, les Italiens se réunissaient pour, encore une fois, voilà, Mussolini était tombé, donc les Italiens étaient réunis, beaucoup étaient devenus des partisans, et une des zones les plus, disons, les plus connues, où il y avait beaucoup de partisans, c'était notamment l'Appennino tosco-emiliano, c'est-à-dire l'Apennin à côté de Bologne, qui étaient les lieux de naissance de ma mère. Et donc, elle raconte dans deux livres d'ailleurs, qu'elle a publiés avant sa mort. Elle raconte, disons, son expérience d'amitié aussi avec les partisans avec qui elle jouait, avec qui elle tombait amoureuse. Elle était petite, elle avait 14 ans, même moi, après, voilà, autour des 14 ans. Et après, disons, la situation s'est empirée parce que, c'est-à-dire, les Allemands ont posé, disons, cette loi cruelle, disons, qui disait que pour un Allemand tué, il y aurait eu 10 Italiens et Italiennes. Et surtout, il n'y avait pas que les militaires, voilà, ni les partisans, il y avait les familles, il y avait toute la population était visée. Et disons un jour, il y a eu les Allemands sont 3, pas beaucoup, 3, ils sont arrivés
disons, dans la zone disons, de l'Apennine. Ma mère était de Gardeletta, que c'est tout un lieu, il y avait plusieurs villages. Et donc, les prêtres, un des prêtres, disons, de la zone, a dit allons tous et toutes d'aller dans une église, parce que si nous serons dans une église, nous n'allons pas risquer. Ils vont pas nous tuer dedans. Donc il y avait l'église, plein d'enfants, des femmes, surtout femmes, voilà, parce que les hommes étaient ou cachés, ou ils étaient des partisans. Voilà, donc il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait que des femmes et d'enfants ou quelques. Une centaine, hein? Une centaine. Ma mère se rappelle d'une centaine, peut-être plus même. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Allemands sont arrivés, 3. Je rappelle 3. Elles sont allées dans les cimetières qui étaient à côté. Toujours à Montesole, à Marzabotto, et ils ont mis toutes les personnes dedans et ils ont commencé à tirer. Et donc toutes les personnes sont mortes, sauf quelques survécus, dont ma mère, qui était blessée. Mais voilà, elle raconte d'une façon, même dans des films, il y a des films en Italie où elle a participé, qui raconte, il y en a un qui porte son nom, qui s'appelle « Sono viva, credo », je suis vivante, je crois, parce qu'elle sera, qui ont pris notamment, elles ont donné les titres d'une phrase de ma mère, que quand au bout d'un moment, elle ne savait pas si elle était morte ou vivante. Et donc, elle a dit « peut-être je suis vivante ». Et donc, elle l'était, mais elle a vu tout de suite les morceaux des viandes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour décrire ces massacres, les morceaux des corps, de ses familiaux, de sa mère, de son frère, de ses sœurs. Tous ses frères sont quasiment... Tous les frères, il y en avait un plus grand d'elle qui était avec les partisans, et qui, voilà, lui, il a survécu parce qu'il n'était pas là, et tous ses frères, qu'il était 7, plus sa mère et d'autres parents qui étaient là, sont tous et toutes morts là-bas. Il n'y en a personne qui s'est sauvé, sauf elle. Voilà. Qui s'est sauvée, voilà, d'une façon assez, disons, héroïque, disons, mais bon, elle a pu survivre. Il y en a d'autres qui sont survécus, effectivement. Mais de sa famille, elle est la seule. Et cette exécution par les Allemands, par la Waffen-SS, a été suivie de nombreux viols. Voilà. La question, c'était, oui. C'est-à-dire, ce qui est incroyable dans l'histoire de ma mère, c'est qu'elle et 2 autres femmes, plus grandes qu'elle, elle avait 14 ans et les 2 autres femmes, elles devaient avoir 22 ans, elles sont parties, ils se sont éloignées, ils sont allés pour aller demander de l'aide et aller vers Bologne, qui n'était pas loin, c'est pas loin Bologne, une demi-heure, un peu plus, je sais pas, à pied peut-être un peu plus, mais bon, disons, c'était la voie pour pour rentrer, pour aller à l'hôpital, parce ma mère était gravement blessée, mais bon, elle voulait pas rester là-bas toute seule avec des morts, elle voulait partir elle-même. Donc elles sont parties vers Bologne, et ma mère allait trop doucement, elle était trop lente parce qu'elle avait des grosses blessures à la jambe, donc les 2 femmes ont dit tout reste ici, toute seule, et on va chercher de l'aide, et dès qu'on aura de l'aide, on vient te chercher. Ne t'inquiète pas, donc ma mère reste là-bas, derrière un buisson, elle se cache là-bas pour dormir, disons, et après les 2 femmes rencontrent des Allemands, 2 soldats allemands, qui les violent face à ma mère. Mais ma mère, ils ne l'ont pas vue. Ma mère a fait, voilà, quand on est dans un esprit de survivre, on est prête à tout. Donc, je pense qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'elle était là. Donc, elle a vu ces 2 femmes violées, et après tuées. Et ces 2 femmes, après, sont mortes. Voilà. Et elle est restée là-bas 1-2 jours parce qu'elle avait trop peur de sortir de là. Et au bout d'un moment, sans manger, sans rien, avec la jambe qui saignait, c'était une situation catastrophique. Après, par miracle, c'est qu'elle me raconte qu'elle a repris les forces toute seule, elle est arrivée à Bologne. Voilà. Et elle a essayé d'aller à l'hôpital? Voilà, mais à l'hôpital, il ne la prenait pas. Pourquoi? Parce qu'elle était de Marzabotto. Et donc, il n'avait pas encore eu la libération. Et donc, il avait peur, disons les médecins, et il avait peur qu'après, il y aurait des Allemands qui réagissent
assez, disons, qui réagissent, qui n'acceptent pas, qui est quelqu'un de Marzabotto, donc proche des partisans, probablement sœur d'un partisan et fille d'un partisan, qui puisse en quelque sorte être sauvé. Voilà, l'hôpital, voilà, il avait peur de risquer. Il voulait pas prendre des risques, disons, et donc il ne lui donnait pas la place. C'est ce qu'il me raconte ma mère. Et puis en plus, je pense que les hôpitaux étaient pleins. Je veux dire, la situation était vraiment. Bologne était une ville, disons, très touchée par la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et surtout encore en raison aussi disons, de ces nombreux partisans et cette tradition qu'elle a toujours eue des partisans. Et je pense que ma mère, après, elle a rencontré une femme qui l'a aidée, et qui était une prostituée, et qui connaissait qu'il avait un client qui était un médecin. Et comme ça, il l'a soignée. Voilà. Et comme ça, elle s'est sauvée. Elle n'est pas morte. Voilà. Soignée par un médecin dans la maison. Et son client, en quelque sorte. Qui était le client de la prostituée. Qui était le client de la prostituée. Ouais. Alors, votre mère était d'origine juive. Ma mère était aussi d'origine juive, c'est une histoire très compliquée. Aussi, vous dites. J'ai dit aussi parce que oui. c'est intéressant, oui, disons encore un petit lapsus, encore un petit effet de l'inconscient, parce que ma mère, j'ai découvert que ma mère était d'origine juive, juive pour sa mère, oui. à partir de ma psychanalyse. Ah oui. Et à la suite d'une rencontre que j'avais fait avec un psychanalyste qui s'appelle Jean Guir, qui est mort il y a quelques années, avec qui à une époque j'étais très, très amie et je suivais ses enseignements. Et donc, pour une boutade, il m'a dit que ma mère était juive. Je ne sais pas, par rapport à quelque chose que j'avais dit, dont j'ai complètement oublié, vraiment, ça c'est encore l'inconscient. Mais après, une fois, je me rappelle d'avoir appelé ma mère et dit, mais maman, écoute, dis-moi une chose, mais nous, on est juifs ou pas? Et elle me dit oui, mais il y avait déjà trop de traumatisme, elle m'avait dit. C'était intéressant comme formule, comme si le traumatisme de Marzabotto avait en quelque sorte pris toute la place du traumatisme, disons, des Juifs. Et ma mère, en quelque sorte, comme si elle voulait s'identifier plus à Marzabotto, à la strage di Marzabotto, au massacre de Marzabotto, disons, à la condition, voilà, qui au champ, etc., tout ce qui était, je veux dire, parce que l'Italie aussi a vécu la réalité des champs, mais je pense que c'était moins direct pour elle. Et de toute façon, ma mère n'a jamais été religieuse d'aucune façon, donc elle avait un peu aussi, elle n'a pas, disons, elle m'a pas élevée dans la tradition ni catholique ni juive, voilà. Donc en même temps, elle était très concernée par cette expérience qui a traversé, disons, toute ma vie avec elle. Et votre père, il avait été élevé dans la tradition catholique? Mon père était catholique, oui. Très libre. Lui, il allait à la messe, c'était son truc. C'était pratiquant. Et moi, j'étais plus proche de ma mère, donc... Vous n'alliez pas à la messe? Non, j'ai tout de suite lié avec elle, avec un espèce d'esprit de révolution contre tout ce qui pouvait être un certain ordre imposé par un grand autre. De tout ordre, voilà. Déjà. Et donc, et moi, je me suis tout de suite associée à elle. Vous voulez dire un esprit de rébellion? Voilà, il y avait un esprit de révolte, de rébellion, de subversion chez ma mère qui m'a toujours intéressée. Voilà, ça m'intéressait cette manière de vivre en protestant un peu et en s'éloignant et en n'étant pas contente de ce qui était transmis par les pères, disons. Voilà. Votre mère, elle disait souvent « Personne ne me redonnera mes morts ». Ouais. Ça, c'était une situation... voilà, cette phrase qui est presque un des signifiants maîtres de mon existence, pour le dire de façon psychanalytique, c'est quelque chose... je me rappelle, j'avais 16-17 ans. Je me rappelle, je revenais d'un voyage en Allemagne et je rentre, je vois la maison de mes parents, plein de journalistes, ma mère qui était là, Sylvia, ma fille, et qui l'a interviewée, et parce que c'était l'époque où, disons, les gouvernements italiens avaient décidé de libérer
voilà, de libérer Raeder, qui c'était lui qui avait décidé de procéder à cette exécution. Et je me rappelle que ma mère avait eu une position très différente des autres survivants, et parce qu'elle avait dit mes morts, personne ne va me les redonner, faites ce que vous voulez. Et évidemment, cette phrase était ambiguë, mais c'était aussi très dans le style de ma mère, un peu, il y avait beaucoup de provocations. Parce qu'elle voulait dire que de toute façon, vous avez déjà décidé, si vous voulez, ce qui était vrai, hein, d'ailleurs, parce que tous les survivants, presque, sauf ma mère et une autre personne, avaient dit carrément qu'ils ne voulaient pas qu'il sorte de prison, et pourtant ils l'ont mis dehors, donc ça ne servait à rien, l'opinion de ma mère comme des autres, ça servait absolument, voilà, elle n'était pas prise en compte. Ma mère avait pu se rendre compte de ça, et surtout, elle voulait mettre l'attention avec cette phrase vraiment sur le deuil impossible, un deuil qu'elle ne pouvait pas faire de ses morts. C'est-à-dire, il faut s'interroger comment pouvoir peut-être se rappeler de ces massacres. Et ma mère n'était pas du tout contente des manières avec les pitchis de l'époque, conduisait les manifestations, il y avait beaucoup de politique, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle en italien inciuci, c'est-à-dire des magouilles, ça la dérangeait beaucoup. Donc elle voulait plutôt elle avait une position politique au fond, elle voulait mettre l'accent là-dessus, alors qu'il y avait eu plein de catholiques qui lui disaient « Ah, Lucia Sabbioni a pardonné Raeder », alors que ma mère n'était pas catholique, donc pour elle la notion de pardon ne veut presque rien dire. Donc en revanche, je voulais dire parlons de nos morts au lieu de parler de l'assassin. Et ça n'a pas été pris en compte ni par les journalistes, ni par les gouvernements italiens, ni par l'EPC et le Partito Comunista Italiano, voilà. Alors c'est pour ça que vous dites parfois qu'elle avait aussi avec la gauche, c'est-à-dire les descendants des partisans. Bon, d'ailleurs, elle était inscrite. Des rapports compliqués. Oui, au début, elle était inscrite au Parti communiste, évidemment. Mais bon, ce qu'elle m'a raconté, c'était beaucoup de promesses. Elle était très déçue de la manière avec laquelle il avait, encore une fois, géré les manifestations pour se rappeler de Marzabotto. Pendant l'adolescence, vous m'avez dit que vous aviez beaucoup pris de surpoids. Est-ce que vous reliez ça au fait que cette histoire était très présente, prégnante, enfin pour vous, parce que vous étiez très complice avec votre mère? Absolument. La question était particulière parce que ma mère, pour moi, était vraiment, et quand j'étais petite, était la personne avec qui j'ai joué mieux. Je veux dire, ce qui a donné un caractère, je reste toujours un peu absolue avec certaines amitiés ou amours de ma vie. C'est-à-dire, j'aime très peu de personnes, je sais pas, je reste un peu... Et avec elle, pour moi, c'était la personne la plus joyeuse, avec qui j'ai joué mieux, avec qui on faisait des jeux extrêmes, un peu absurdes. Et voilà, j'avais une fixation un peu folle à son égard. Et après, à l'adolescence, à cause de tous ces événements, elle ne me parlait pas. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas un souvenir où, à l'enfance, elle me parlait de cette histoire. De temps en temps, j'ai un peu un vague souvenir, mais je n'ai pas l'impression des récits entiers. Alors qu'à l'adolescence, c'était devenu central. Voilà. À partir de cette histoire de Raeder, et même un peu avant, quand elle avait vraiment renoué, qu'elle participait à des manifestations, elle était très prenante, mais elle n'était jamais contente, elle s'est disputée avec tout le monde. Je ne dis pas qu'elle était innocente, hein. Je ne dis pas, ma mère n'était pas les caractères à se taire ou à être gentille avec, encore une fois, les personnes de pouvoir, mais disons que c'était... À partir de là, c'est devenu très oppressant. Donc, effectivement, bon, je ne dis pas que je suis partie à cause de ça. Disons, les surdéterminismes des actes est plus complexe. Mais disons que j'avais peut-être envie un peu de m'éloigner pour y retourner en quelque sorte, parce que mon premier livre, qui s'appelle Transgression, Bataille, Lacan, c'est quand même dédicacé à ma mère et à mes morts. Voilà. Et c'est vrai que la question de la transgression, de la perversion, a traversé ces questions-là. Alors, vous avez quitté Bologne à quel âge J'ai quitté Bologne après le bac après le bac, à 19 ans. Ouais. Je suis allée à Rome.
Là, vous êtes à Rome. Et là, vous voulez je voulais changement être actrice. de décor. Voilà. Vous voulez devenir et être actrice. Voilà. Et ma mère, disons, c'était un peu son rêve. Ma mère avait toujours, comme je disais, ce caractère très joyeux. Elle chantait, elle jouait la comédie. Voilà. Donc je pensais que moi, j'aurais pu poursuivre son désir, ce qui s'est révélé être pas une bonne idée, effectivement. Bon, après, je veux dire, déjà, Rome était une ville pour moi très difficile. J'ai pas eu un coup de foudre quand je l'ai vue, comme j'ai eu avec d'autres villes, comme Paris, par exemple. Donc, j'ai trouvé qu'elle était un peu arriérée par rapport à Bologne. Je veux dire, la vie, c'était pas la vie d'une capitale, au fond. À Bologne, nous, les filles, on sortait ensemble, et là, les filles cherchaient les maris. Je veux dire, j'étais un peu surprise de cette façon de vivre d'une capitale. J'ai compris qu'elle ne l'était pas, au fond. Et ma vie était assez dure. Voilà, c'était très dur parce que j'ai tout de suite fait de la télévision avec beaucoup de facilité. Mais après, je voulais faire du théâtre. Voilà, ma carrière, j'ai toujours travaillé. Pendant 10 ans, j'ai toujours travaillé, mais disons, dans des productions et des opérations qui ne me donnaient pas beaucoup de satisfaction. Les rôles n'étaient pas importants, les travaux n'étaient pas des travaux de grande qualité artistique. Je pense j'étais plutôt une actrice comique, pas mauvaise, mais pas non plus très bonne. Pour ce qui concerne la partie dramatique, j'étais vraiment pas bonne. J'étais pas très crédible. Ma mère aussi me le disait, tu joues beaucoup, je veux dire. J'étais un peu cabotine, donc non, je pense que c'était vraiment pas ma voix, voilà, pour dire les choses. Puis ça m'agaçait, cette position de devoir demander, attendre beaucoup. C'était pas du tout ça me crée beaucoup des mal-être, des dépressions. J'étais très déprimée et donc c'était une vie qui ne faisait pas pour moi. Non. Alors il y a eu un déclencheur, donc j'imagine, parce que donc après Rome. Après Rome, j'avais essayé même d'aller à New York, où là j'avais quand même repris la danse, parce que dans toutes ces périodes, bon, quand j'étais petite, je l'ai pas dit, ma mère aimait beaucoup la danse, donc j'avais fait beaucoup de danse, donc je l'ai repris autour de la vingtaine, 20-25 ans, j'ai repris vraiment très très sérieusement la danse, donc j'ai pu me reconstruire une autre profession un peu lié à ça, qui était donner des cours de danse, faire des spectacles où il y avait de la danse aussi. En même temps, avec la danse, quand j'étais à New York, j'avais repris les claquettes, j'avais vraiment avancé énormément, j'avais appris avec les grands danseurs et grandes danseuses américains, donc c'était devenu vraiment ma condition principale de vie, et je n'attendais qu'à pouvoir l'enseigner, à pouvoir les pratiquer et enseigner. Mais ça, voilà, c'était quelque chose qui était resté comme ça. À Rome, ça prenait pas trop, disons. C'est une carrière qui ne démarrait pas vraiment. Et donc, une amie à moi, une très bonne amie à moi qui s'appelle Vera Gemma, qui est la fille cadette de Giuliano Gemma, qui est un grand acteur italien des spaghetti western, et avec qui on avait travaillé ensemble quand tous les deux, on avait un peu commencé ensemble comme actrice. Elle a continué à être actrice, elle. Et elle était venue vivre à Paris, alors que moi, Paris, c'était vraiment pas dans mes projets. J'aimais beaucoup la langue anglaise, les mots anglophones. Paris, pour moi, c'était la ville romantique, donc c'était pas du tout ce qui m'intéressait à l'époque. Avec une jeune femme, on a des stéréotypes de cet ordre-là. On accroche par fantasme et par stéréotypes aussi. Et elle me raconte qu'elle me téléphone. Moi, j'étais à Rome assez malheureuse, sans avoir beaucoup de possibilités. De penser ma vie, je ne savais pas trop quoi faire, comment lui donner une forme à cette vie. Et donc, cette amie à moi, Vera Gemma, me dit qu'elle a rêvé de moi, qu'on était toutes les deux à se promener entre la Bastille et Montmartre. Donc, c'est quand même, on marchait beaucoup. Et donc, et là, je ne sais pas comment, j'ai eu une espèce de révélation. Et j'ai dit, je vais à Paris. Je veux vivre à Paris. Pas encore. Je vais à Paris. Je vais dire bonjour à cette amie. Donc, je suis venue à Paris, peu de temps après. Et là, c'est là le vrai moment que j'ai pris cette décision. J'étais à la place de la Bastille et j'étais au Café Français. Je me rappelle encore. Je lisais Kundera pour faire un peu de pratique
du français, que je parlais très mal, parce que je l'avais étudié à l'école, mais je ne le parlais pas trop bien. Et là, j'ai lu une phrase de Kundera qui faisait un petit commentaire, les livres du rire et de l'oubli, il faisait un commentaire de Nietzsche, et qui, notamment sur l'amour fati. L'amour du destin. L'amour du destin, et c'est-à-dire j'aime aussi ma vie telle qu'elle est, indépendamment, encore une fois, des résultats, du succès, etc. Et là, en quelque sorte, j'ai une espèce de fulguration et je me dis, bah oui, moi aussi. Je veux dire, je regrette pas, alors que je me vivais toujours comme j'ai perdu beaucoup de temps, ma vie ne marche pas bien, voilà. Et là, j'ai dit tout d'un coup, mais grâce à cette vie-là, grâce au fond vraiment à la faillite, à l'échec que j'ai eu dans ma carrière d'actrice, bah, je peux être ici à Paris, donc j'ai dit, ici, je vais rester. Voilà. Les blancs de Paris, voilà. Après il y a toute la question esthétique, les ciels qui changé. Voilà. J'ai eu un amour fou, le plus grand amour de ma vie, au fond, c'est Paris. C'est Paris. Oui, absolument. Parce que le choix de Paris, ça correspond aussi souvent, ce type de décision, avec d'autres ruptures. C'est aussi un moment où vous quittez votre amoureux. Ça indique aussi le... Oui, ça quitte, mais en même temps, il m'avait, à l'époque, mon amoureux, m'avait assez soutenu, qui était un musicien, Antonio, d'un duo assez connu en Italie, Antonio Marcello, qui lui l'avait vécu à Paris, et puis son frère aussi avait fait des études avec Lévi-Strauss. Donc il y avait toute cette partie des familles... que j'avais, voilà, ma nouvelle famille qui m'avait beaucoup poussée à chercher à venir à Paris pour être actrice. Mais au début, j'étais venue ici pour être actrice, notamment quand j'avais fait ces discours-là, j'étais ici pour être actrice. Mais pour vivre à Paris, j'avais dû penser de trouver tout de suite du travail. Donc après cette décision, j'ai tout de suite cherché du travail comme professeur de claquettes. Et évidemment, à Paris, c'était beaucoup plus facile qu'à Rome. On pouvait même en vivre. Et donc, c'est devenu ma profession pendant toutes les années de mes études, parce que j'ai aussi décidé de reprendre mes études de philosophie, justement. Oui, c'est ça. Vous épousez non seulement la ville, la capitale, mais avec la philosophie, puis après la psychanalyse. Donc là, c'est vraiment, effectivement, un saut. Et là, j'ai rencontré un autre amoureux, qui était Thierry Vaney, qui était... quelqu'un qui aimait beaucoup, qui m'a introduit à la philosophie, à la psychanalyse, à l'écriture, qui a beaucoup participé à l'écriture de mes premiers livres, qui m'a beaucoup soutenue. Et donc là, je me suis dit, au lieu de parler simplement des philosophies de façon amatoriale, comme moi, j'ai tout appris à l'école. Moi, je suis quelqu'un qui a tout appris à l'école, donc j'ai dit, à ce point-là, il faut l'étudier. Mais je ne pensais pas du tout de l'utiliser dans ma profession. Et après, il est venu la psychanalyse. Voilà. Après, c'est presque... Donc, vous vous inscrivez en philosophie à la Sorbonne. Ouais. Donc, on est au début des années 2000. Ouais. Et donc, très vite, vous commencez une analyse. Et vous avez déjà l'idée de devenir psychanalyste ? Tout de suite. En même temps que cours de philo, j'avais suivi quelques cours de psychanalyse. Parce que je n'avais pas un bon souvenir des Freud quand j'étais jeune. J'avais toujours aimé la philosophie, mais c'était encore une fois Spinoza, Nietzsche. Freud ne m'avait pas beaucoup plu à l'époque. Et donc, quand je vais avec des amis, et j'étais déjà en philosophie, je vais écouter un séminaire de Jacques Miller. Et là, ça revient les mathématiques. Il fait des formules. Et d'ailleurs, j'étais étonnée par, disons, la parterre énorme. Je dis, mais ça, c'est comme aller voir un concert de rock. Oui, c'était un peu le cas. C'était incroyable. Je me rappelle des formules et voilà, l'idée de penser les formules avec Lacan, que je me suis dit, voilà, je vais devenir psychanalyste. C'est-à-dire que là, il y avait un peu le père matheux voilà, qui revient. Un peu derrière, qui revient et que je pige, je ne sais pas, j'ai l'impression de piger quelque chose, ce qui a été le cas pendant des années. J'ai même suivi les Lacan des formules, j'adorais les Lacan de la topologie. Je veux dire, les côtés mathématiques m'avaient beaucoup, beaucoup excité à l'époque. Et surtout parce que même en philosophie, j'étais assez bonne en logique. Tout ce qui était, disons, les coins mathématiques, scientifiques, épistémologiques, m'avait attiré beaucoup plus que l'autre aspect. Aujourd'hui, c'est plus du tout pareil, hein, évidemment. Mais à l'époque, j'étais une grande passionnée de logique et tout ça. J'avais des notes mirabolantes. Donc, voilà, c'était plutôt cet aspect-là qui
qui m'avait intéressée. Voilà. Oui, vous avez été initié aussi par Chantal Jacquet, qui est aujourd'hui très reconnue pour son livre sur les transclasses. Et, elle était ma prof. Elle était votre prof à la Sorbonne parce qu'elle est, et elle est toujours d'ailleurs, elle était et elle est, pardon, une spécialiste de Spinoza. Donc là, il y a un croisement qui se fait entre votre intérêt pour la psychanalyse et votre intérêt pour Spinoza, sachant qu'entre les deux, il y a cette fameuse décision du désir, qui est chez vous, enfin disons, une expression maîtresse. Ben, disons que c'était d'ailleurs mon travail des mémoires avec Renaud Barbaras, qui était l'autre professeur avec Chantal Jacquet et Pierre Wagner en logique, sont les trois profs, et aussi Laureau, Patrice Laureau. Patrice Laureau, j'ai les souvenirs de ces profs qui m'ont vraiment... Et la Poujade, sous Deleuze et Nietzsche, voilà, sont les profs qui ont vraiment compté beaucoup pour moi. Barbaras en particulier quand même, parce qu'il m'a dirigé dans mon mémoire et dans mon 2A, et qu'il a accepté que je fasse des travaux où j'ai mélangé la psychanalyse à la philosophie. Et donc, Bataille-Lacan était mon master 2, qui est devenu mon premier livre, et La décision du désir c'était mon mémoire qui après 2005 qui est devenu après un livre. Mon deuxième livre, qui a gagné aussi un prix, Édipe Les Salons. Il a gagné un prix. Donc la décision du désir, voilà, c'est, disons, un mélange entre la philosophie de Spinoza et la conception du désir chez Lacan principalement, mais aussi chez Freud. C'est-à-dire, c'est l'idée déjà un peu paradoxale que ce n'est pas un sujet conscient, un sujet actif qui désire, mais c'est le désir lui-même qui, en quelque sorte, capture les sujets, qui n'a qu'à les suivre. Voilà, dans les biens et dans les mal. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de toute morale. Et en même temps... C'est pas un acte de volonté. C'est pas un acte de volonté, mais c'est une nécessité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait les sujets quand il est face à une nécessité. Voilà. Et il ne s'agit pas non plus de faire à la nécessité du désir. La nécessité du désir. Au fond, la décision du désir, c'est les désirs qui décident. D'accord. Et les sujets, en quelque sorte, qui s'accordent, je ne sais pas qu'ils s'accordent au sens, disons, un peu infantile, au sens d'accord, peut-être aussi musical. Ils s'accordent, mais avec toujours quelques dissonances. Je veux dire, mais il accepte, il assume en quelque sorte la nécessité de son désir. Voilà. Il décide, selon la fameuse formule de Lacan, de ne pas céder sur son désir. Voilà, exactement. C'est ça que ça veut dire précisément. Absolument. Les formes des névroses sont des modalités de céder sur les désirs. Il y a toujours la façon de céder sur les désirs, ce qui n'implique pas l'évitement du paradoxe, parce que le désir n'est jamais un désir... disons, encore une fois, subjectif. Hein, du paradoxe ou des obstacles. Et des obstacles, etc. Mais par exemple, vraiment, c'est vraiment l'idée que, par exemple, du désir de l'autre, c'est-à-dire que ça veut dire aussi que le désir est pris dans des méandres où le sujet n'est pas maître et ne peut rien faire, disons parfois, mais il peut inventer toujours quelque chose à partir de son désir. Il se libère en inventant. La question de l'aliénation du désir est résolvible à partir d'un côté d'une nécessité de ce désir et d'un autre côté, en quelque sorte, de l'invention à partir de cette nécessité. Donc il y a quand même une partie de subjectivité. Il ne s'agit pas de se laisser aller, mais encore une fois, affirmer son propre désir, affirmer et céder à c'est-à-dire accepter la nécessité de son propre désir, ça veut dire aussi réinventer les désirs. Réinventer. Donc on voit Sylvia Lippi, là, donc La décision du désir, et l'autre c'est Bataille-Lacan. Donc là c'est le mot subversion. Bon, on a dit tout à l'heure que vous étiez une jeune rebelle, assez tôt. Et alors un mot quand même sur cette idée de subversion, parce que ça varie selon les époques aussi, la subversion, les subversions, la révolte, tout ça c'est des mots, disons, un peu surchargés. Tout à fait. Moi, j'aime aussi les mots révolution, je dois dire. Mais subversion, c'est les mots utilisés par Lacan. Dans un texte, subversion du sujet
et dialectique du désir. Voilà. Donc, disons que les psychanalystes préfèrent ce mot. D'ailleurs, il y a les livres de mon ami Laurie Lofer qui renouait avec la subversion. Donc, disons que c'est un mot plus psychanalytique aujourd'hui, je crois, peut-être que révolution qui est plus compliqué. Mais à part mon adolescence, disons, problématique avec ma mère, que ça c'est plutôt commune, il est vrai qu'après... disons, la psychanalyse, d'abord mon premier livre, ça s'appelle Transgression, donc il y a toujours ces rapports avec la loi et l'autre qui n'est jamais pacifié, c'est-à-dire comment réussir à exister vis-à-vis de la loi, du désir de l'autre, d'une loi qui nous ne faisons pas sans être complètement dans la loi ou les normes, quelles qu'elles soient. Les normes, voilà. Après, il y a eu, disons que d'un point de vue professionnel, tout en étant plutôt assez un bon élève, en faisant tout ce qu'il fallait, les études de psycho, finir philo, les études de psycho, un doctorat de psycho, etc. Je suis rentrée en institution psychiatrique. Et c'est vrai que là, j'ai commencé un peu à taper les pieds, voilà, parce que je voyais qu'il y avait tout même si j'étais dans une institution psychanalytique, la question du pouvoir psychiatrique était quand même écrasante. Et ça, c'est très intéressant parce que, faut le préciser, vous êtes psychanalyste, mais vous êtes passé par de nombreux, plus que des stages en psychiatrie. Oui, oui. Vous avez commencé... Je suis encore. Et vous êtes encore. Vous avez commencé à l'hôpital Barthélemy-Durand à Étampes. Vous êtes embauché. Et il est certain que cette expérience psychiatrique a été essentielle pour vous. Essentielle et bouleversante. Bouleversante, comme apprentissage de la clinique. Parce qu'il faut dire qu'il y en a eu une autre avant qui m'a vraiment poussé, après les études de philosophie, à reprendre psychologie pour travailler en institution. C'était à la Borde. J'ai fait un passage à la Borde quand il y avait encore Ouri. Et là aussi, je dois dire, je fais partie de ceux qui ne sont pas tout de suite, comment dire, que je ne suis pas éblouie au 100%. Je suis loin de penser que c'est la seule manière de penser l'institution psychiatrique aujourd'hui. Encore aujourd'hui, après 20 ans, on cite la Borde comme seule manière. C'est vrai qu'il a été importante, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut penser les choses encore autrement. Mais en même temps, ça m'a, disons encore une fois, ça a branché mon désir du côté de la psychose. Alors, la clinique de la Borde, précisons-le, j'ai oublié la date de création, mais enfin, elle était essentiellement dirigée par Félix Guattari, qui avait donc écrit... Avec Jean Houry. Avec Jean Houry, pardon, mais Guattari qui avait écrit avec Gilles Deleuze l'anti-Oedipe. Et qui s'inspirent beaucoup, et moi je m'inspire beaucoup de l'anti-Oedipe dans ma clinique, surtout avec la psychose, et eux, ils s'inspirent beaucoup de la Borde. Mais je dois dire que c'est la partie peut-être un peu plus idéaliste de leur bouquin qui est absolument concrète. Mais disons, voilà, je ne les suis pas complètement dans cette, comment dire, dans l'effet de présenter la Borde comme la solution à l'anti-Oedipe. Voilà. Je ne pense pas que c'est une solution, c'est une tentative de guérison, comme dirait Freud, de la psychiatrie. Mais ce n'est pas la solution. Et alors que souvent, les psychanalystes ou les psychiatres pensent à la psychothérapie institutionnelle comme la solution. D'accord, mais néanmoins, c'est parce que vous avez été embauché dans un hôpital psychiatrique que vous allez devenir quand même, on peut le dire, une spécialiste de la psychose. Oui, j'aime bien ça. Je ne sais pas si je suis un spécialiste, mais disons que la clinique de la psychose est devenue centrale dans ma vie. Vous débarquez pas, quoi. Et surtout aussi pour montrer qu'aujourd'hui, et ça je dois dire grâce au chef des services de l'époque qui était Guy Dana, qui a toujours donné à nous, les psychologues psychanalystes, la possibilité de suivre des patients psychotiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les institutions psychiatriques, au moins celles qui sont psychanalytiques, les psychanalystes et psychologues peuvent aussi suivre, prendre en charge, faire des thérapies longues avec les psychotiques. Il n'y a pas que les psychiatres qui ont une clinique de la psychose. Ce n'est pas un savoir, parce que si c'est pour le savoir, on leur laisse. Si eux veulent avoir un savoir sur la psychose, c'est très bien. Nous n'avons pas un savoir sur la psychose, mais nous avons
nous, psychanalystes, psychologues, disons, ou philosophes, nous avons une clinique de la psychose. Voilà. Moi, je fais un doctorat d'ailleurs sur la psychose. Voilà. Avec Alain Vanier, je fais un doctorat sur la psychose. Et cette expérience a complètement changé ma vie. Donc la subversion était à l'intérieur de l'hôpital, à l'intérieur, après, de ma clinique aussi, des maîtres vraiment, au fond, de suivre un peu ce qui nous avait un peu suggéré Lacan, surtout dans son dernier enseignement, de mettre la psychose au centre de notre clinique. Ce qui s'est passé, voilà. Donc, après les problématiques avec les institutions psychanalytiques, donc je suis rentrée, sortie, d'abord à l'école de la cause, dont je me suis échappée une fois obtenu mon diplôme, par rapport notamment à cette pensée très unitaire. Et j'ai compris tout de suite que si je voulais faire exposer un peu mes idées, soit dans les rapports avec mes collègues, soit dans les livres, j'aurais dû échapper à cette institution. Voilà. Donc c'était impossible de continuer là-bas, même si j'ai des souvenirs très très intéressants, des professeurs très bons que j'ai eus, qui m'ont ouvert à la lecture de Lacan. Vraiment, je suis très contente d'avoir eu cette formation, mais je ne pouvais pas y rester. Espace analytique, c'était un choix un peu... D'abord, je suis allée faire un peu de tourisme psychanalytique, donc j'ai suivi des cours de topologie à Lali, dirigés à l'époque par Jean Melmont. C'est marrant comme expression, tourisme psychanalytique. Oui, mais ça, c'était mon analyste qui m'avait dit ça, qui est Gérard Pommier. Gérard Pommier, oui. Qui, voilà, mon seul analyste que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, et qui m'avait dit, avant de vous inscrire dans une association, faites du tourisme psychanalytique. Et c'est vrai, j'ai suivi beaucoup de cours au forum avec les présentations des malades, de Françoise Gorog, des Colette Solaire, qui est aujourd'hui, disons, la personne qui voilà, disons, la personne qui connaît Lacan, à mon avis, le mieux et de façon la plus créative et plus inventive, et je la suis toujours. Et donc, je suis allée dans toutes les écoles, et finalement, j'ai suivi de façon un peu familiale mon analyste à espace analytique, avec qui je n'ai jamais eu des affinités particulière, comme dirait Donna Haraway. Non, c'était plutôt familial, au sens, mon analyste est là, je le suis, plutôt que vraiment des recherches en commun ou des questionnements proches, alors que j'avais beaucoup plus d'amis, peut-être au Forum du Champ Lacanien, c'est clair. Hein. Et aussi beaucoup en Italie aussi, donc je me suis renouée d'amitié avec Massimo Recalcati, qui est une star en Italie de la psychanalyse, et qui m'a donné la possibilité d'enseigner dans ces écoles, et que j'ai connu beaucoup de collègues en Italie, et qui pour moi, vraiment, cet aller-retour Italie-France est devenu très important aujourd'hui. Voilà. J'ai besoin vraiment d'avoir quand même, pas forcément pour un retour en arrière, mais presque pour sortir, encore une fois, quoi qu'on soit, même si la France est un grand pays, de ce nationalisme, voilà, qu'on a souvent. Les psychanalystes tendent à être un peu nationalistes, c'est-à-dire à penser qu'il y a seulement leur association, leur pays, leur manière, voilà, alors qu'il y a vraiment tellement de pays intéressants avec lesquels se confronter, notamment sur la théorie et clinique psychanalytique. Eh bien, beau parcours. Sylvia Lippi, donc aujourd'hui vous êtes toujours en travail dans certaines institutions psychiatriques, mais votre travail principal c'est quand même psychanalyste. Vous avez de nombreux patients et de nombreuses patientes. Votre prochain livre d'ailleurs sera sur le féminisme pour une psychanalyse féministe. Inconscient et sororité. Coécrit avec Patrice Maniglier, un philosophe. Coécrit avec Patrice Maniglier. Donc, aujourd'hui, vous diriez, parce que vous aimez la double appellation, vous diriez Sylvia Lippi, dans quel ordre? Psychanalyste et philosophe, ou philosophe et psychanalyste? Sylvia Lippi, psychanalyste, tout court.